Bonjour. Bonjour. Alexandre Angevin. Grégory. Bonjour. Frédéric Gigard. Alexandre Angevin. Jean-François. Bonjour. Jean-Philippe. Jean-François. Bonjour Frédéric, Mathieu. Hey, salut, comment ça va? Oui, ça va bien. Équipe 3, Code des finances, niveau universitaire. Je vais faire la lecture des règlements puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Ça commence dès qu'un de vous débute la présentation. La durée de présentation se situe entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'un point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte de temps vous sera indiqué à l'aide de carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à la demi-main. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, moi c'est Grégory Pélissier, je travaille chez EY en audit des systèmes informatiques, donc plus l'audit TI. Bonjour, moi c'est Zachary Roxley, je travaille chez Raymond Chabot Grant Thornton en évaluation d'entreprise. Bonjour, Mathieu Bertillon de la Banque de développement du Canada, je travaille là-bas comme directeur de compte. Grégory sera Wald, Zachary sera son beau-frère et je serai son fils. Veuillez s'il vous plaît retirer chapeaux et casquettes pour l'interprétation de l'hymne national du Canada. L'alignement de départ aujourd'hui, Frédéric Vézina-Gigard dans l'analyse de l'environnement externe, M. Jean-François Girard pour l'analyse de la modélisation et l'évaluation de l'entreprise, et moi-même, Alexandre Angevin, spécialiste en gestion des risques. Le mandat aujourd'hui était d'évaluer le projet de l'acquisition de l'entreprise Vancouver Jazz Inc. Et les enjeux secondaires étaient d'émettre des recommandations quant à l'acquisition de l'équipe. Notre proposition aujourd'hui, c'est d'accepter l'offre de 10 millions de l'acquisition à 100% du capital action de l'entreprise Vancouver Jazz Inc. avec une valeur positive d'au minimum 8 millions de dollars dans un scénario pessimiste, une diversification de l'actif de votre portefeuille, profiter de l'engouement du sport dans la région, puis faire concorder votre passion et vos investissements. Le déroulement de la séance aujourd'hui, ma collègue Frédéric va commencer avec une analyse de l'environnement, moi-même avec un portrait financier de l'entreprise, mon collègue Jean-François Girard pour l'évaluation du projet et pour terminer une gestion des risques et une implantation du projet qui nous a été proposé. Je vais laisser la parole à ma collègue Frédéric pour l'environnement externe. Alors, on a commencé avec une analyse de l'environnement externe pour déterminer les différents facteurs macroéconomiques qui pourraient influencer la rentabilité du projet. Donc, au niveau politique, c'est sûr que présentement, vous avez un accord avec la municipalité pour l'allocation gratuite de la glace pour effectuer les pratiques et les compétitions. Donc, c'est sûr que s'il y a un changement dans la mairie, ça va venir affecter, ils pourraient décider de vous charger un loyer. Donc, ça pourrait venir augmenter vos coûts fixes et diminuer la rentabilité de votre entreprise. Au niveau économique, le service que vous offrez, c'est des billets pour aller assister à un match de hockey. Donc, ce n'est pas un bien de consommation essentiel. Donc, c'est une diminution des revenus des ménages de Vancouver. Donc, ça pourrait venir diminuer les ventes des billets. Au niveau social, donc, on remarque que suite aux Jeux olympiques qui ont eu lieu à Vancouver, il y a un engouement supplémentaire pour les sports et le hockey en particulier. Donc, c'est sûr que ça aussi, ça peut venir augmenter vos ventes de billets. Au niveau technologique, donc, il y a de plus en plus de matchs qui sont diffusés en streaming ou dans des bars sportifs. Donc, ça pourrait venir diminuer la demande pour votre service. Au niveau écologique, il y a l'utilisation de l'amiante dans les systèmes de réfrigération de l'aréna. Donc, c'est sûr que ça, c'est un facteur à prendre en considération, étant donné que vous êtes responsable de l'entretien et de la réparation de l'établissement. Donc, s'il y a des modifications à faire ou des ajustements au niveau de l'amiante, ça va venir aussi affecter grandement vos coûts en entretien. Et au niveau législatif, c'est important de répondre aux normes de santé et sécurité des employés, donc du travail et évidemment les normes de la Ligue de hockey junior major. Au niveau des forces et faiblesses du projet, donc on a relevé plusieurs forces, on a mis en vert les plus importantes et en rouge celles qui seraient à prendre en considération, qui pourraient peut-être affecter négativement le projet. Pour les forces, donc il n'y a aucun coût de location de l'aréna, sauf comme on l'a mentionné, ça pourrait changer éventuellement si jamais il y a une modification de la mairie. Il y a aussi une augmentation de 6,5% de la marge bénéficiaire nette entre 2015 et 2016, donc on remarque aussi une bonne croissance. Au niveau des faiblesses, donc il y a une grande variabilité au niveau des revenus, étant donné que ce n'est pas assuré que l'équipe d'hockey va se rendre en série. Donc c'est sûr que si l'équipe se rend en série, il y a beaucoup moins de billets qui vont être vendus dans l'année. Donc, voilà. Donc ça va affecter les ventes. Au niveau des opportunités
vous avez l'opportunité aujourd'hui de diversifier votre portefeuille d'investissement. Et comme mon collègue Alexandre l'a dit, ça vous permet aussi de combiner vos passions et les investissements pour peut-être pouvoir agrémenter un peu la ligue. Au niveau des menaces, donc la perception de l'équipe dans le fond, ce qu'on veut dire ici, c'est comment l'équipe va se sentir face à un changement de propriétaire. Donc, c'est sûr qu'il y a des relations interpersonnelles qui se font entre le propriétaire, le directeur, le coach et l'équipe. Donc, c'est sûr qu'il y a une modification au niveau de ça. Ça pourrait peut-être fractionner l'équipe, créer des petits points négatifs qui pourraient peut-être affecter la performance. Puis encore là, diminuer la possibilité que votre équipe se rende en série, puis encore là, diminuer vos ventes. Donc, je vais maintenant céder la parole à Jean-François pour le portrait, à Alexandre pour le portrait financier. À moi-même. Pour le portrait financier de l'entreprise, on a fait une analyse de quelques ratios de votre entreprise qui étaient présents dans les données qui nous étaient données. Vous aviez une marge nette en 2015 de 28,73 %. En 2016, il y a eu une augmentation de celle-ci à 35,15 %. Donc, vous gérez mieux vos coûts, faites plus de ventes et vous avez un meilleur retour sur votre sur l'investissement. Marge d'exploitation qui a diminué par contre entre 2015 et 2016. Notamment à cause d'un chiffre d'affaires pour côté des revenus de location, de stationnement et des parties d'hockey qui étaient moindres. Par la suite, il y a un retour sur les fonds propres, un rendement sur les fonds propres qui a été 19,25 % en 2015, qui est vraiment excellent. Dans cette entreprise-là, on est capable d'avoir un bon rendement sur nos fonds propres. Donc, comme je disais, il y a un excellent rendement pour ce qui est des côtés des fonds propres, il y a une augmentation de la marge nette. Par la suite, on a fait une deuxième analyse qui était plus un portrait financier du marché. Si on voulait comparer votre équipe comparativement au marché de la Ligue de hockey junior. Pour ce qui est de l'achalandage de l'équipe versus le marché, en moyenne, vous avez un achalandage de 29,17 % plus élevé que le marché. Donc, un plus grand engouement pour votre équipe que les autres du marché du hockey junior. Par la suite, il y a une croissance de l'équipe dans les marchés, dans les matchs pré-saison. Vous vendez plus de billets. Donc, 1,7 % sur 5 ans, ce qui est relativement bon. Par contre, en saison, 0,8 %, ce qui est moins bon que le marché. Vous avez une diminution de la croissance des ventes. Par contre, on vend toujours plus de billets que le marché. On vend 224 660 billets environ en moyenne par saison, comparativement dans le marché à 206 600. Aussi, un autre fait qui est important à remarquer, mais qui n'est pas actuellement sur le PowerPoint, c'est que vous avez un écart type, c'est-à-dire que la variabilité de vos sièges qui sont tenus est plus petite, l'écart type de vous, que celle du marché. Donc, ça fait une distribution des sièges qui est plus petite, donc plus concentré en sa moyenne, ça fait que c'est moins risqué que le marché. Donc, ce qui est quand même très bon comme investissement. Là. Je vais maintenant laisser la parole à Jean-François pour ce qui est de l'analyse quantitative du projet. Alors, pour l'analyse quantitative du projet, voici les hypothèses qu'on a prises. On a pris 68 parties au total, donc 4 parties en match pré-saison, 30 parties en match dans la saison, ainsi que 10 parties si votre équipe fait les séries. Il y a 10 000 places dans votre aréna. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que comme il peut y avoir une grande variabilité entre l'achalandage dans votre équipe, c'est qu'on a fait une moyenne de l'achalandage de chaque année par rapport, on a fait une pondération avec une analyse de scénario. On a mis 10 % au scénario pessimiste, 75 % au scénario normal et 15 % au scénario optimal. Donc, en match pré-saison, en moyenne, il y a 40,13 % des sièges qui sont occupés. On l'a fait diminuer de 10 % pour arriver à 30 %. On a répété tout ça avec les séries et aussi avec les matchs pré-saison pour calculer nos revenus de vente de billets. Donc maintenant, l'hypothèse pour calculer notre valeur de notre entreprise. Votre rendement exigé était de 10 % étant donné que vous avez un portfolio quand même assez diversifié. Un investissement initial de 10 millions de dollars, des prix du billet qui restent constants pendant 5 ans à 15 $ du billet. Vous avez 20 loges, il y a 20 loges aussi dans l'aréna à 20 000 $, ainsi que 5 loges qui peuvent se louer à 750 $ par événement. Les événements, eux, on les a pris, c'est les parties qui sont jouées à domicile dans la saison. Ensuite, une augmentation d'inflation de 2 % des dépenses, ainsi de suite, 50 % du revenu d'alimentation, 525 000 $ des frais fixes. Et maintenant, ça, c'est à gauche ici, vous pouvez apercevoir, c'est notre nombre d'achalandage par type de partie qu'on a pris pour calculer nos revenus. Et en rouge, c'est
0 dans le scénario pessimiste, puisque si votre équipe ne fait pas les séries, par exemple, on l'a calculé comme ça. Donc maintenant, pour faire l'évaluation, on a fait un état des résultats prévisionnels. On a pris la vente de billets en fonction des scénarios. Ici, on observe le scénario pessimiste. La vente de loge, on l'a calculé aussi en fonction de nos hypothèses de départ, donc 20 fois le 20 000 plus le 750 fois le nombre de parties fois le nombre de loges qui sont allouées à chaque partie. Le stationnement, on avait fait une moyenne des états financiers qui étaient précédents. C'est qu'on a pris le revenu du stationnement divisé par le revenu de vente de billets qui correspondait à environ 6,7 de ce chiffre d'affaires-là. Ensuite, ça nous donne un chiffre d'affaires, une vente de 7 millions avec l'investissement initial de 10 millions de dollars dans le scénario pessimiste. Pour le scénario optimiste, on a fait sensiblement la même chose, sauf que les concerts, au lieu d'être 2, on a pris 3 pour faire la moyenne des deux, puisqu'il nous a mentionné qu'il y avait entre 2 et 4 concerts par année. Les coûts d'entretien, ça variait entre 175 000 et 300 000. Donc, dans ce scénario médian-là, on a pris la moyenne des deux, d'environ 237 000. On l'a fait croître à 2 aussi, comme toutes nos autres dépenses. Puis, vous pouvez constater que nos revenus sont fixes. On a mis nos revenus fixes puisqu'on se disait que dans les scénarios, c'était déjà implicitement calculé. Puis, comme si l'équipe performe vraiment pas bien, ben, les revenus ils vont diminuer pendant une année constante puisqu'une dynastie, c'est quand même long avant que ça soit construit. Donc, avec ce scénario-là, ça donne 14 millions. Et puis maintenant, dans le scénario le meilleur des mondes, ça pourrait nous donner 21 millions de ventes positives. Ici, on a mis 4 concerts par année, on a mis les frais d'entretien au minimum, on a mis un achalandage relativement élevé, puis on obtient une vente de 21 millions. Donc, en combinant les trois, en faisant une multiplication de chacune de nos ventes en proportion de chacun des scénarios, on obtient une vente de presque 25 millions de dollars. Maintenant, je laisse la parole à Alexandre avec la gestion des risques. Dans votre projet, on s'entend pour dire qu'il y a plusieurs risques qui sont présents. On va commencer par les risques financiers. Il y a le risque de crédit, c'est-à-dire relié à la rentabilité de votre équipe si les prévisions sont moins bonnes que prévues. Donc, pour pallier à ce risque-là, ce serait bien important d'amener des événements qui sont d'envergure, tels que des concerts, mais peut-être faire de la promotion pour d'autres concerts. Aussi, accueillir peut-être la Coupe du Monde Junior ou la Coupe Memorial qui pourrait faire augmenter vos revenus. Ça a vraiment un grand engouement pour ce type d'événement-là. Puis aussi, ça va augmenter votre chiffre d'affaires, ça c'est sans aucun doute. Aussi, il y a le risque de liquidité. C'est un risque qui peut arriver si vous avez de la difficulté à vendre votre équipe dans le futur, si vous voulez vous départir de celle-ci. Pas toujours facile de trouver un investisseur qui va vouloir l'acheter, mais bien sûr, c'est toujours un risque qui est quand même moindre dans ce domaine-là. Aussi, il y a le risque d'achalandage. Il peut y avoir une diminution des revenus suite à une mauvaise saison, une mauvaise performance de votre équipe. Donc, ce serait pertinent d'engager des entraîneurs, d'engager aussi du personnel clé qui vont être là pour soutenir vos joueurs, soutenir le regroupement pour vraiment avoir des bonnes performances puis s'assurer d'une bonne pérennité de votre entreprise. Et aussi, il y a le risque qui était du système de frustration, comme ma collègue l'a dit. Ça va être important de l'inspecter avant de faire l'acquisition de ce projet-là, parce que le système de réfrigération dans une arena, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc, surtout que vous êtes responsable des réparations et de tout ce qui est de ces circonstances. Donc, ça va être important de bien l'inspecter pour s'assurer que celle-ci n'est pas défectueuse et qu'elle est encore, elle va pouvoir encore s'assurer du bon maintien de l'arena. Par la suite, on est allé avec des risques d'exploitation. Il y a des risques reliés aux coûts fixes. Vous avez quand même des faibles coûts fixes puisque vous n'avez aucune immobilisation. Vous êtes vraiment à l'achat vous êtes un locataire dans le fond. Par la suite, vos revenus par contre sont très variables. On s'entend que ça dépend toujours de l'achalandage, de la performance de votre équipe. Donc les revenus sont variables. Il y a un certain risque au niveau des revenus. Pour ce qui est du prix de vente, vous avez un prix de vente qui est constant à 15 $ sur les 5 prochaines années. Donc, profitez de ce risque-là pour le prix de vente. Il n'y en a pas vraiment, ça va être vraiment faible. Donc, tout ça pour dire que le risque d'exploitation en somme est relativement faible pour votre entreprise. Par la suite, on a fait un risque de communication. Le risque de communication étant qu'est-ce qui est la valeur de la firme, la valeur intrinsèque de la firme. Il va falloir vraiment procéder à un audit. On a vu dans le cas qui nous était présenté que c'était des résultats non audités, donc ça va être vraiment de s'assurer de la pertinence de ceux-ci
pour voir si on va être bien capable d'avoir le bon chiffre d'affaires à la fin de l'année. Aussi, ça va être important de vérifier le contrat avec l'Arena et la ville. On s'entend pour dire qu'à ce niveau-là, il va falloir s'assurer d'une certaine corrélation entre ce qui est versé comme prix pour les revenus de restauration. Les revenus de restauration, exactement. Aussi, ça va être important de faire une analyse côté de perception de l'équipe suite au changement de propriétaire. Ça va être vraiment de démontrer s'il y a un engouement pour le hockey dans la ville. On sait qu'il y en a un, mais est-ce qu'on devrait vraiment s'assurer qu'il va vraiment avoir une bonne stabilité des revenus dans le futur? Par la suite, on continue avec l'implantation. On vous a fait d'autres suggestions. On vous offre d'offrir des produits supplémentaires à votre offre de produits pour ce qui est des billets. Peut-être d'offrir des billets de saison pour certains membres qui pourraient vous assurer d'avoir des revenus constants et un revenu assuré pour la suite de l'année. Aussi, c'est s'assurer qu'aucun facteur externe ne pourrait justifier la vente de l'équipe. Par contre, est-ce qu'il y a eu une équipe qui est fractionnée, un scandale qui est avec le joueur ou un record? Comme ça, on veut vraiment s'assurer de la bonne valeur de l'entreprise. Aussi, comme on avait dit, revenir vraiment très important. On a dit faire un audit interne, très important de faire un audit interne parce qu'on veut s'assurer de la validité des résultats. Aussi, s'assurer des clauses et des termes du contrat avec la ville, vraiment important. Puis de faire une étude de marché sur l'engouement du hockey junior dans la ville. Pour ce qui était du financement, vous vouliez faire un financement qui était par fonds propres seulement, de 10 millions de dollars. Ça serait possible aussi de faire ce financement-là avec la dette et des fonds propres, parce qu'on va pouvoir profiter de l'effet de levier financier. Qu'est-ce qu'en ce moment, vous voulez seulement investir en fonds propres, un 10 millions de dollars, peut-être qu'aller avec 6 millions de fonds propres, du 4 millions de dettes, vraiment pour augmenter le levier financier, ça va pouvoir vous augmenter le rendement sur les fonds propres, puis aussi de profiter des taux d'intérêt qui sont favorables. On s'entend pour dire qu'en ce moment, les taux d'intérêt sont vraiment favorables pour les entreprises, pour ce qui est des prêts. Puis, à ce niveau-là, ça serait peut-être bien une option qui serait à prendre en compte. L'échéancier de réalisation, qu'est-ce qui va être à faire demain? Bien sûr, ça va être d'aller rencontrer le propriétaire actuel de l'équipe pour vraiment s'entendre avec lui, voir c'est quoi les clauses qu'il y a au contrat. Après ça, ça va faire l'offre d'achat de 10 millions de dollars. Comme on pouvait voir avec Jean-François et ses analyses, le projet était vraiment rentable, mais il faut vraiment s'assurer que cette offre-là répond à nos besoins. Puis par la suite, dans un mois, comme on disait, faire un audit interne très important. Dans 3 mois, de finaliser l'offre avec le propriétaire de l'équipe, puis de rencontrer l'équipe de hockey, le Vancouver Jazz, pour démontrer notre vision, c'est quoi notre perception, c'est quoi nos prévisions et nos attentes à l'équipe pour vraiment qu'on ait une ligne directrice dans notre projet. Finalement, la conclusion, ça va être d'acheter l'entreprise pour 10 millions de dollars pour les raisons suivantes. Comme je disais, une vanne d'au minimum 8 millions de dollars, ce qui est quand même très bien. On peut aller chercher même jusqu'à du 24 millions ou même plus que ça, ce qui est quand même très intéressant comme projet. Par la suite, ça va vous faire une diversification de l'actif. Vous n'allez pas investir vos œufs dans le même panier. C'est très important en finance pour investir ses œufs dans le même panier. Par la suite, ça va être de profiter de l'engouement pour le sport dans la région de Vancouver, puis de faire concorder votre passion pour vos investissements et vos investissements. On est prêt maintenant pour une période de questions. Oui. Bon, j'ai une petite question. Vous avez mentionné qu'il fallait faire un audit, étant donné que les chiffres qu'on avait obtenus là, pour les états financiers n'étaient pas audités. Puis, justement, si par exemple on prend au 30 juin 2015 là, pour entretien et réparation, c'est près de 700 000 $. Donc, si par exemple ce serait encore ça, là, 700 000 $ pour les prochaines années, parce que là, il y a eu peut-être quelque chose d'exceptionnel, est-ce que ce serait quand même. Est-ce que ce serait quand même intéressant ou ça pourrait avoir un effet quand même? Avec une marge comme on a présentement, le 700 000 $, ça ne changerait pas grand-chose dans la vanne, malheureusement, on l'a pas. Mais si on prend, mettons que c'est 300 000 $, en ajoutant un autre 300 000 $, c'est juste, on avait un EBITDA d'environ 2 500 000, ça donnerait 2 200 000. Si on l'actualise au taux de 10 %, ça laisserait quand même une vanne relativement positive.
Petite question technique pour des calculs. Ouais. Là, vous avez présenté des flux monétaires sur 5 ans. Ouais. Est-ce que. Après, est-ce que vous n'avez pas juste actualisé ces 5 années-là? On a actualisé les 5 années, on a fait une vanne avec ça, puis on a calculé une valeur perpétuelle qu'on a actualisée de 4 ans. Excellent. Puis là, je comprends mal. Là, vous présentez selon 3 scénarios une vanne à 7 millions, une vanne à 15 millions, puis une vanne à 24 millions. Puis après ça, vous venez me dire que ma vanne pondérée est de 25 millions. Oui. Il y a une pondération de 10 pour le scénario 1, 75 pour le scénario 2. Puis Mais si j'ai une vanne à 7, une à 15, puis une à 24, comment mon pondéré peut me donner 25? C'est peut-être. C'est sûr que la vente doit être inférieure à 24 millions. Là, on s'entend pour le dire, c'est une erreur de calcul, mais quand même, tout ça pour dire que quand même la vente pondérée va être très positive. C'est un projet qui est très avantageux pour votre part d'aller investir dans ce projet. D'accord. Moi j'aime bien vos recommandations, mais là, de ce que je comprends, il faut que je fasse faire un audit du système de refroidissement de l'aréna, il faut que je fasse faire un audit des états financiers. Là, j'ai l'air d'avoir un paquet de coûts à engager. Je comprends que la vanne est positive, mais en même temps, 10 millions. J'ai-tu besoin d'engager tous ces coûts-là? Je veux dire, j'ai tellement de vannes positives, faut-tu vraiment que je fasse toutes ces vérifications-là? Bien, c'est sûr que ça serait préférable de le faire. Si vous voulez vraiment bien évaluer le risque du projet, ça serait optimal de le faire. Vous pouvez aller dans ce projet-là en vous lançant à l'aveugle, mais l'idéal, ça serait de vraiment de suivre nos suggestions pour s'assurer qu'il n'y aurait pas d'inconvénients suite, exemple, au système de réfrigération. Il n'y a pas de problème d'aller investir dans le projet, mais si vous vous rendez compte que dans 5 à 6 mois, qu'il va falloir faire un investissement important dans le système de réfrigération pour le réparer, ça pourrait avoir quand même un impact important à côté de votre portefeuille puis votre rendement. Puis j'ai une autre question par rapport à ça. La vanne, ça a l'air positif, ça a l'air l'enfer. Comment ça, le vendeur vend ça 10 millions? Tu sais, je veux dire, y a-t-il un catch-22? Y a-t-il quelque chose qui se passe? Pourquoi ça me donne une vanne aussi positive puis que le vendeur... On dirait que pourtant c'est un homme d'affaires qu'on connaît bien, il connaît son affaire, le vendeur. Je me demande un peu, y a-t-il quelque chose est-ce qu'on manque quelque chose ou c'est peut-être moi qui n'avais pas bien compris? Moi, à vrai dire, on a peut-être décelé avec comment on a pricé notre van, à vrai dire, c'était vraiment avec les frais qu'il y avait, exemple, il retirait de 50 cents sur les billets pour, exemple, l'alimentation. Puis aussi de 540 000 $ pour ce qui était au fixe. Nous, on a inclus ça dans notre vente. Mais on s'est posé la question, est-ce que ces frais-là vont vraiment à vous? Est-ce que ça va plutôt à la ville? Si ces frais-là vont à la ville, alors c'est sûr que ça va faire diminuer votre vente énormément. Par contre, on l'avait fait, puis ça nous donnait toujours une vente positive. Par contre, ça serait peut-être, comme que je disais dans mes recommandations, c'est vraiment d'évaluer si le contrat avec la ville était pertinent. Parce que justement, dans ce côté CIMO-là, est-ce que les concerts, est-ce que le stationnement, ça revient à vous, cet argent-là? Si ça ne revient pas à vous, c'est sûr que ça change au résultat. Puis c'est ça qui va être important de négocier avec la ville pour voir si est-ce que c'est à vous cet argent-là ou cet argent-là discrétionnaire va être pour la ville. Parce que sinon, ça change le résultat énormément. Mais par contre, on l'avait calculé, bien sûr, puis ça diminuait notre vente. Bien sûr, mais par contre, avec nos prévisions qu'on avait faites, vous aviez toujours une vente qui était positive, même dans le scénario qui était pessimiste. Donc, de ce côté-là, on ne voit pas de problème. Pour revenir à votre question, j'ai repensé, puis c'est la valeur de l'entreprise à 24 millions, pas le succès à 10 millions pour obtenir 14 millions. D'accord, c'est excellent. Donc, vous voulez que je m'endette personnellement pour faire cet investissement-là? Moi, j'ai un 10 millions à placer. Si vous trouvez ça préférable que je m'endette, À vrai dire, la dette vous sert de levier financier. Aller chercher un niveau raisonnable de dette peut être profitable pour vous. Vous allez pouvoir augmenter votre rendement, puis augmenter votre rendement sur les fonds propres. Est-ce que c'est souhaitable? Oui, pour votre portefeuille. Bien sûr, de la dette, normalement, quand on a un portefeuille d'actifs, on veut toujours aller chercher un petit peu de dette, justement, qui va nous permettre d'aller chercher un levier financier puis d'augmenter notre rendement sur les fonds propres. Donc, oui, ça serait préférable. Si vous ne voulez pas le faire et que vous avez une certaine réticence à aller chercher de la dette, oui, vous pouvez investir votre 10 millions, il n'y a pas de problème. Mais aller avec la dette, c'est toujours favorable parce que comme l'effet de levier financier augmente vos gains, donc ça serait préférable pour vous. Parce que là, moi, ça donne que dans mon background de financement, je travaille un peu là-dedans. Puis, tu sais, là, c'est de l'achalandage que j'achète, moi, dans le fond. Quand je fais financer ça de l'achalandage,
sais, combien ça va nous coûter? Parce que là, moi, je demande 10 de rendement, mais si je vais me chercher tu sais, je me finance pas une bâtisse. Vous l'avez dit vous-même, Tu sais, il n'y a pas d'arrêt je me fais un financement subordonné. Tu sais, je me fais un financement subordonné qui est garanti par de l'achalandage. Est-ce que c'est vraiment une option qui est envisageable? Je ne sais pas, du VC, ça coûte combien? Du capital de risque? C'est dispendieux? Le capital de risque va être plus que du 10 ça c'est sûr. Okay. Ça c'est sûr. Ça sera pas. Par contre, peut-être qu'une banque serait prête à investir avec vous, mais bien sûr que c'est un produit qui est intangible. Donc, tu sais, c'est de l'achalandage. Peut-être qu'ils vont demander une prime de risque qui va être supérieure, mais normalement, les banques prêtent à des taux qui sont favorables. Bien sûr que c'est un bien qui est intangible, comme que je disais, mais d'après moi, peut-être que vous allez être capable d'avoir un taux meilleur que du 10 C'est qui terminerait la question? Merci. 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 Bonne journée à vous. Merci beaucoup.